Mmh. Oh là là et bienvenue dans ce nouvel interview spirituelle. Je suis Sandra, coach intuitive et accompagnante holistique et énergétique depuis 2020. Et j'ai à cœur avec ces interviews spirituelles de pouvoir créer des rencontres alchimiques, de pouvoir découvrir les processus et les pratiques spirituelles voilà, d'autres artisans de lumière. Et j'ai le plaisir d'accueillir du coup Aurore Buffard. Aurore qui est du coup artiste, auteure spirituelle, créatrice de 2 oracles, Karma et Origine, que je trouve magnifiques. Merci beaucoup d'accepter cette invitation, Aurore. Et est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose à ta présentation? Et merci à toi pour cette jolie présentation et je suis ravie de partager ce moment avec toi aujourd'hui. Que dire de plus sinon que tu as quand même bien défini ce que je faisais de façon générale. Je peux aussi me caractériser comme une exilée en quête de sens, en quête d'essence, pour rejoindre ce que tous les êtres humains cherchent finalement, l'unité. Et c'est vraiment toute la mission de mon incarnation, c'est vraiment de me fixer sur cet objectif-là, d'amener les gens à trouver cette unité, cette convergence parfaite. Est-ce que ça veut dire que toi, tu trouves finalement, tu te trouves dans ce retrait, en fait, cette forme de peut-être de recueillement ou d'exil, comme tu dis? Ouais. Pour moi, exilé, c'est, tu sais, c'est un nomade. L'exilé, c'est le nomade, c'est celui qui va chercher le sens de l'existence. On provient de cette source universelle. On arrive sur Terre, parfois un peu perdu, parce qu'on va faire l'expérience de la séparation. Et pour moi, le mot exilé, en fait, il vient vraiment signifier ça. Que nous naissons de la séparation originelle, et que tout le but de l'existence, ça va être de trouver cette unité pour rappeler l'énergie d'amour qui est l'essence de toute vie. D'accord, génial, merci beaucoup. Justement, du coup, est-ce que, tu arrives à, peut-être, décortiquer un peu ce processus que tu as fait, dans le chemin vers soi? Puis je pense, se renouvelle constamment, mais, en fait, la première question que j'allais te poser, c'est, de manière un peu simpliste, qu'est-ce que c'est, l'intuition pour toi? Est-ce que tu mets, une différence entre intuition et connexion à soi, ou à quelque chose de plus grand? Et pour résumer, tu le formuleras vraiment comme tu veux, mais, voilà, est-ce qu'il y a pour toi là-dedans un processus de connexion à soi et au tout que tu as pu identifier, dans voilà, dans ce chemin? Mmh, ouais. C'est intéressant parce que l'intuition dans l'étymologie, je ne sais pas si tu connais l'étymologie du mot intuition, Oui. ça vient de intuition, donc un qui est dedans, tui qui va dire jaillir et sur vers l'extérieur. C'est tout ce qui est dedans qui jaillit vers l'extérieur. Et du coup, je crois que c'est intéressant de s'interroger sur qu'est-ce qu'il y a dedans. Et c'est l'essence de l'âme qui a besoin d'être pleinement exprimée, expansée même. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans cette idée de reconnecter puissamment à son âme, de façon à l'exprimer, à libérer cette liberté totale que d'être pleinement incarné sur Terre. Mmh. Et c'est tellement en transcendance en ce moment, c'est tellement puissant, c'est fort. Ouais. Et ouais, notre rôle est Je très vois ce que tu ressens parce que je suis aussi, je traverse aussi des vagues émotionnelles qui sont plus intenses qu'avant important. et et mon mental a envie de contrôler ça parce que j'ai jamais été aussi dans ces états-là avant et donc je comprends tout à fait. Donc je prends beaucoup plus de temps, pour moi, dans mon travail, tu vois, même avant l'interview aussi, j'ai pris beaucoup de temps pour moi, comme tu dis, pour m'ancrer et cetera, parce que je sens aussi, ces énergies-là donc ouais et c'est pas facile parce qu'en nous, on n'est pas même si, on fait ce travail, de venir s'écouter et cetera et qu'on travaille dans le milieu spirituel et cetera, ça reste pas facile à appréhender parce que ça bouge et parce qu'on même si on arrive à lâcher prise et on arrive à entrer dans ces états, modifiés de conscience et de confiance aussi et de s'ancrer, il y a toujours une partie de nous qui est pas rassurée, par ce qui se passe, surtout quand c'est émotionnel et énergétique
Ouais, puis Voilà, donc il y a des luttes, ouais. hein. Il y a des luttes en ce moment. Je ne sais pas si tu le sens, mais toutes ces énergies, nous, on est là, on est les éclaireurs, on amène cette densité de lumière. Puis en même temps, on sent qu'il y a les forces de l'ombre, déjà, c'est commençons nous, hein, qui résistent énormément. Et c'est comme si on était au centre de tout ça en étant le point de convergence et on sent ce Ouais. tiraillement. Donc, Moi, je sens une pression ouais, énorme, ouais. ouais, c'est exactement ça. C'est pour ça, voilà, je sens effectivement voilà, cet instinct de protection qui doit être tellement renforcé en ce moment. Euh, Ouais, ouais, c'est fondamental, vraiment. Et c'est l'unité, hein, qui est la clé de toute évidence pour atteindre cette verticalité-là et cette préservation de soi. Ça, c'est hyper important. Mhm. ouais, c'est ça, c'est hyper compliqué parce que je suis d'accord sur le fait qu'on expérimente, tu vois, comme tu dis, et comme on le sait, en tout cas sur un plan mental, qu'on vient expérimenter la dualité, mais je trouve en tant que, je vais nous mettre dans un petit peu le sac des Mhm. artisans de lumière, tu vois, et on a envie de retrouver cette unité et de la vivre en fait sur De la Terre. Et ouais. ce qui se passe, c'est que en fait, on nous montre que non, ça va pas se passer comme ça, et c'est ça qui se joue et c'est ça qu'on est venu expérimenter en fait. Et ça, c'est dur, je pense, à accepter. Ouais. On nous empêche de le faire. Clairement, Ouais, on nous empêche, on nous titille, tu vois, il y a vraiment des... Voilà, par contre, je suis peut-être un petit peu utopiste, mais je me dis que si on est là, c'est que c'est possible. mm, C'est que c'est possible. On est des descendants pléiadiens, on est des descendants aussi des énergies de Yeshua, et on a tellement la possibilité de revenir à cet amour du un, à cette unité. Et je pense vraiment que, alors, encore une fois, c'est l'union qui fait la force. À partir ouais, du moment où on ne sera plus en divergence les uns avec les autres, et quand on va vraiment rentrer dans l'incarnation de nos valeurs, je pense fondamentalement que les choses vont pouvoir bouger. Et je pense vraiment que si nous arrivons à ce moment précis de l'évolution de l'humanité, c'est qu'il y a un vrai sens à tout ça. On est en train de transcender mm, quelque chose. C'est ça, j'en suis pleinement, pleinement convaincue. Et ouais. ouais, même s'il y a une petite part peut-être d'utopisme, mais en même temps, il y a pas d'évolution sans utopisme. Non, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Et puis, je pense que les personnes hypersensibles comme nous s'éteindraient sans utopie, sans, voilà, Mm. sans ce but. Ouais, donc je Mm. suis d'accord. Est-ce que du coup, on peut rebondir sur ce partage que tu as fait hier sur l'amour qui a beaucoup résonné et je pense qu'il fait partie aussi des choses qu'on vient transmuter individuellement et collectivement sur cet aspect du féminin blessé, Mm. blessé par le masculin blessé. Mm. Est-ce que tu arriverais, est-ce que tu te sens de mettre des mots sur quel type de blessure on vient, nous, en tant que femmes, traverser pour beaucoup et voilà, comment ça se joue dans le quotidien, comment ça peut se jouer chez les gens de Mm. manière générale, ce féminin blessé, quelle blessure ça vient faire monter et comment ça se manifeste aussi chez le masculin blessé finalement. Mm. Je crois que l'une des premières blessures qui est là, c'est la blessure de l'abandon. Mm. Et ensuite, je crois qu'il y a la blessure d'injustice qui est très forte et tellement marquée chez nous les femmes, parce que bien évidemment, il y a des bagages qui sont transgénérationnels, qui sont celui de nos mères, de nos grands-mères, qui ont été dans la soumission Mm. envers cette domination masculine. Et forcément, nous, on doit venir réparer toutes ces blessures-là. Alors, je pense que nos générations vont peut-être le vivre de façon démultipliée pour pouvoir la transcender et libérer les générations futures. Et cette blessure d'injustice, en tout cas, dans ce que je vois au travers des séances que je peux faire, c'est certainement celle qui ressort le plus. L'injustice. L'injustice, ouais. Ouais, l'injustice, le mépris. L'injustice qui va être aussi très reliée aussi à l'énergie de trahison. Les deux Ouais. sont intimement liés. Mais je pense aussi profondément que toutes ces blessures-là qu'on peut nommer dans un parcours féminin découlent d'une blessure qui est celle de la séparation. Je pense qu'on peut parler de toutes les blessures du monde, que ce soit celle du rejet, de l'abandon, de l'injustice, de la trahison. Au départ de tout ça, il y a toujours l'énergie de la séparation. C'est parce que je ne suis pas unifiée, justement, que je vais avoir Mm. tendance à attirer ce type de blessure.
et qu'on porte des bagages aussi qui sont, comme je le disais, soit transgénérationnels, mais qui sont aussi karmiques. Il y a toutes les mémoires de sorcières que nous avons été, les mémoires de ces prêtresses dans les temples, des temples qui ont été spoliés, qui ont été détruits, et on a un rappel de ça, bien évidemment. Aujourd'hui, le masculin est blessé. Il est blessé parce qu'il est coupé de ses émotions. Mmh. Et que tout le but pour le masculin, c'est de revenir à l'émotion. Alors bien sûr, attention, je ne viens pas catégoriser parce que fort heureusement, on est dans une émergence merveilleuse et magnifique de masculin sacré. Et ça, c'est une véritable bénédiction. Mais ça dépend aussi de notre rôle et de notre place. Ça dépend de ce que nous allons aussi prendre en charge dans nos propres blessures. À mesure où nous allons prendre en charge nos blessures, nous allons donner la possibilité de porter toute la beauté du masculin sacré. Et c'est vraiment un engagement. C'est un engagement envers soi, c'est un engagement envers l'autre. C'est un engagement envers le un. Et il peut en découler des choses, mais tellement incroyables, tellement merveilleuses. Oui, je suis d'accord avec cette notion de séparation et je trouve que ça peut être encore plus, entre guillemets, compliqué parce que je trouve qu'il y a aussi, avec cet essor, je trouve dans le sens positif de la spiritualité, des énergies, en tout cas du fait de parler un peu plus ouvertement du subtil, etc. Je trouve qu'il y a aussi un peu moins de séparation et de barrières, en tout cas un élan d'harmonisation des énergies yin et yang à l'intérieur de chacun, au-delà du genre, même si on vient très fort expérimenter, comme tu dis, ces blessures de trahison, d'injustice et d'abandon à travers le genre masculin, féminin. Et je trouve que c'est encore plus fort quand toi, tu es sur ce chemin d'harmonisation de ton yin et de ton yang et que finalement, tu ressens un peu les deux, en fait. Ouais, je crois que c'est la clé, en fait. C'est vraiment de conscientiser ça, que nous portons ces deux polarités en nous et que tout tant que c'est pas harmonisé, surtout pour nous, les femmes hypersensibles, on est hypersensible, on est hyper empathe, on est hyper tourné vers l'autre. Et bien souvent, surtout dans un premier parcours de vie, on n'est pas très connecté à notre yang. Ou alors, à contrario, on va être trop connecté à notre yang. Oui. C'est-à-dire que nous vivons aussi dans une époque où on arrive sur cette époque post-féministe et là où on va clairement bannir le masculin en mode Amazon. L'Amazon refuser la présence du masculin dans le clan, sauf pour la reproduction. Et tout le temps qu'on porte cette énergie-là de l'Amazone, qui est la guerrière, qui est celle qui porte les armes, qui est au conflit, au combat avec le masculin, en fait, on ne peut pas trouver cette unité, cette équité, cette harmonie, cette tempérance à l'intérieur de nous. Alors forcément qu'on va être en opposition et en conflit dans nos relations aussi avec le masculin. Donc l'une des premières étapes, c'est d'accepter de déposer les armes, d'accepter aussi d'avoir souffert, d'avoir été peut-être fragile et d'avoir été soumise à certains moments. Parce que je crois que ça fait partie du process. Et même si on est dans une énergie d'hyper-autonomie, d'hyper-indépendance, mais quelque part, est-ce que j'ai pas peur? Mais si, j'ai peur d'être soumise. Et donc, ça veut dire que la blessure, elle est bel et bien vivante. Et trop vivante. Et donc, il faut vraiment la prendre en charge, se responsabiliser dans l'accueil, effectivement, de ce qui se passe à l'intérieur de nous pour faire en sorte qu'il y ait cette convergence totale. Et là, dans cette unité parfaite, on ouvre un espace, l'espace du sacré. On sort du psycho-émotionnel pour tendre à la relation multidimensionnelle, à la relation sacrée déjà avec nous, mais forcément avec l'énergie masculine. Et je trouve d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais que cette année particulièrement, en tout cas entre 2023 et 2024, à quel point nous travaillons puissamment sur cette unité. Voilà, c'est vraiment, ça fait 2 ans où tout s'est densifié, amplifié, et on est vraiment invité à travailler sur ça pour justement créer l'émergence d'une nouvelle énergie qui va unifier le masculin et le féminin de façon collective. Oui, On a été complètement. très testé ces derniers mois, ces dernières années. Oui, c'était et c'est voilà, très challengeant à plein de niveaux. Quand je porte aussi un regard un petit peu en hauteur, un petit peu extérieur, comme tu dis, je pense que la génération future ou nos enfants
le vivront encore différemment et que chaque génération a son lot de transformation. Mais je trouve déjà que ça a été extrêmement vite. Mais je trouve que la sortie, elle n'est pas forcément dans ce truc de... Je dis souvent la guérison, l'intention de guérison n'est pas toujours juste, entre guillemets, c'est juste accepter aussi, comme tu dis, de souffrir. Et tout se fait en fait à travers nous et au-delà de nous. Et je pense que c'est vraiment ça qu'on vient expérimenter de ces dernières années. C'est pas l'humain qui vient contrôler la guérison, ça se fait vraiment collectivement et c'est au-delà de nous. Et c'est ce qui fait aussi l'émergence de cette hypersensibilité encore plus qu'avant, je trouve. Oui, complètement. Il y a toute une énergie collective qui est au service de cette libération, qui amène à la guérison. Et puis, il y a toutes ces conjonctions. Après, nous dépendons d'un vaste univers, d'une vaste matrice existentielle qui nous amène tous les supports spirituels et divins dont nous avons besoin pour servir l'évolution. La présence de l'humanité dans l'univers, c'est pour servir l'évolution. Et la connexion puissante entre le masculin et le féminin, c'est ce qui permet l'évolution. Donc, c'est vraiment... c'est tellement intéressant si on observe les choses à travers les sages essentiels, d'ailleurs, de voir que, par exemple, les premiers souverains de l'humanité, et j'en parle, c'était il y a plus de moins de 30 000 ans, c'est-à-dire avant que nous connaissions l'existence, on évalue l'existence des premiers êtres humains vers moins 10 000 avant Jésus-Christ. Sauf qu'on a retrouvé des traces d'existence humaine à moins 30 000. Et les premières souveraines, qui étaient appelées donc des déesses, étaient donc des femmes. Et à ce moment-là de l'humanité, on vivait dans un amour de paix et de sérénité. Ensuite, il y a eu des centres d'énergie qui ont créé de la séparation effectivement sur Terre, à ce fameux moment du déluge, en tout cas qui est décrit comme le déluge dans la Bible, mais qui n'est rien d'autre que la cassure de la civilisation atlante. Et à partir de ce moment-là, en fait, il va falloir recréer une unité parfaite. Et c'est là où, justement, on va commencer à ressentir des oppositions entre les énergies masculines et féminines. D'accord. Et alors plus concrètement, si on voulait donner des ressources pour vivre ces états voilà, aux personnes qui se reconnaissent dans cette transformation des blessures, du masculin et du féminin blessé, toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil si jamais on est vraiment dans le fait de traverser ces expériences? Est-ce que c'est... Moi, je parle souvent d'aller, bien sûr, revenir à beaucoup d'amour de soi, se prioriser, etc. Mais quand on est dans le fait de traverser la souffrance, même si la confrontation, à un moment donné, il faut sortir aussi de ce triangle, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à venir affirmer et puis pacifier après? C'est quoi, toi, tes ressources? Je crois que la première chose, c'est d'avoir auprès de soi des personnes qui vont pouvoir se syntoniser avec nos énergies, avec notre sensibilité, sans être dans le jugement. Je pense vraiment que c'est un support et un soutien qui est fondamental. De personnes qui seront toujours là et qui auront pas forcément les conseils, mais juste la présence. Oui. La présence d'écoute. Et pour moi, ça, c'est vraiment fondamental. La deuxième chose, c'est d'être vraiment à l'écoute du flot, de ne pas forcer les choses, d'accueillir pleinement, d'accueillir, comme on le disait tout à l'heure, ce qui est en train de se passer. Et je suis face à une blessure d'injustice parce que tout est toujours très synchronisé et ça a tendance à se répéter. Elle me traverse, je la laisse me traverser. Je ne vais pas batailler avec ça, je vais pas me battre parce que sinon je rentre dans l'énergie de la séparation. Oui, je renforce. Oui. Et oui, donc la seule chose à faire dans ces cas-là, c'est d'accueillir sans pour autant aller s'épuiser l'esprit, le mental, à se dire pourquoi, comment, qu'est-ce qui fait, et je vais retourner dans le passé, dans le transgénérationnel et dans le machin. Voilà, ça sert à rien. Là, en fait, on nous demande simplement de vivre en présence ce qui est en train de se passer dans l'instant présent et d'accepter. Pour moi, c'est vraiment l'acceptation qui amène à la libération et donc à la guérison. La guérison, c'est quand mon amour est plus fort que ma peur. C'est quand je donne beaucoup plus de cachet à cette force d'amour qui m'anime et qui est l'essence primordiale de mon existence. Et quand je suis capable, par ma foi, par ma résilience,
par ma persistance aussi, de toujours revenir à la source d'amour. Alors, à un moment donné, sans qu'on comprenne pourquoi, ouf, il y a un truc qui se libère. Et c'est vraiment dans l'instantané, ça ne s'explique pas. Et ça va même se sentir physiquement. Il y a, tu vois, cette énergie de waouh, il y a quelque chose qui se soulage, qui se libère. Et là, tu dis, ah, ok, ça y est, j'y suis. Ouais. Ça y est, je l'ai Ouais. transcendé. Je ne sais pas comment, mais c'est fait. Parce que justement, on a été dans notre présence et le fait de surfer sur ces vagues cosmiques nous a permis d'atteindre ce détachement total. Je crois Ouais. d'ailleurs que l'attachement est l'une des plus grandes souffrances en amour. L'attachement, c'est de là où nous devons sortir. Mais encore une fois, tout ça, c'est lié à l'Inquisition et effectivement à ses dominations et à ses soumissions aussi. Ouais, ça me parle beaucoup, tout ce que tu dis. Notamment le fait je le partage parfois, le fait de se perdre aussi. Il y a des moments où ça peut être utile pour débloquer des situations, mais je suis assez d'accord sur le fait qu'on peut entretenir la souffrance et se perdre aussi dans la recherche de ce qui s'est passé, parce que de toute façon, ça se fait en fait. Et comme tu dis, ça se vit. Et je reconnais volontiers cet état de présence qui transforme. Et ça me le fait, enfin en tout cas, ça me l'a fait notamment quand, pour moi, c'est le pardon, ça. Mhm. C'est cette énergie qui te remplit d'amour, Mhm. Ouais. juste en étant là. Oui. Mhm. Et ça libère, ouais. Ouais, le pardon qui découle de la compassion que l'on va avoir envers soi, mais Ouais. aussi vers l'autre qui potentiellement est en train de te faire souffrir. Mm. Parce que derrière une personne qui est en train de te faire souffrir, il y a une personne qui est extrêmement blessée. Ouais. Et lorsque tu as justement cette compassion envers cette blessure, envers cette âme finalement, qui est là dans un effet miroir pour te permettre de transcender. Combien de femmes, et je le vois souvent, sont face à des personnes, parce que c'est un phénomène très à la mode et ça l'est encore, face à la perversion narcissique. Moi-même, j'ai été confrontée à ça. Euh, Tout le temps que tu n'as pas déposé les armes, tout le temps que tu n'es pas dans une énergie de compassion et tout le temps que tu n'as pas compris que l'autre est là pour renforcer l'estime de toi, ta valeur, ta confiance, en fait, tu entretiens une bataille. Et quand tu Ouais. comprends ça en te disant que l'autre est au service de ton évolution, limite en ressentir presque une forme de gratitude. De remerciement, ouais. Ouais, là, vraiment, là, on est dans la véritable compassion et là, clairement, on est dans la guérison. Ouais. Et c'est vraiment dans notre aptitude à changer de perception, en fait. Je ne veux plus être la victime d'eux. Je reprends ma place, je reprends mon pouvoir et ma verticalité. Et j'incarne ma souveraineté, et j'incarne la déesse en moi. Et je choisis coûte que coûte, parce que ça fait partie de ma mission, d'incarner la lumière et d'incarner le Mm. Oui, et est-ce que tu mets enfin, comment tu peux expliquer, la nuance entre, ne pas renforcer, tu sais, cette notion de protection? Comment, se protéger sans, rentrer dans le fait de renforcer cette confrontation? Tu vois ce que je veux dire ou pas? La Mmh. nuance entre, ouais, c'est ça, se protéger, je sais pas si je l'exprime bien et ne pas venir créer de bouclier qui fasse, affrontement à l'autre, tu vois? Mmh. Je crois que ça passe par la reconnaissance de sa valeur. Ouais. Il y a alors le fait d'incarner, de la reconnaître, ça c'est une chose, mais aussi le fait de l'incarner. Mmh. C'est une autre chose. Parce que bien souvent, on nous dit, bon, c'est important, prends conscience de ta valeur, sache qui tu es, mais avoir conscience de sa valeur et incarner sa valeur au quotidien, c'est-à-dire de faire de ses valeurs un code d'honneur, la sincérité, par exemple, Mmh. le courage, l'humilité, l'empathie, la compassion, c'est de se dire, OK, aujourd'hui, dans cette situation qui est en train de me provoquer et qui est en train de me désaligner, est-ce que je suis en Mmh. train d'incarner mon code d'honneur? En fait, il y a tellement de pureté dans ces valeurs-là que la pureté cristalline de ces émotions, en fait, elle te protège naturellement. Oui. En fait, tout est une question de vibration. Il n'y a pas de, tu vois, on va pas faire un rituel de machin. Oui, oui. Non, c'est juste incarne la pureté de l'émotion, puisque l'émotion est quelque chose qui est propre à l'humanité et c'est un super pouvoir. C'est vraiment nos émotions sont un cadeau extraordinaire pour nous connecter à la source. Alors, quand je me reconnecte effectivement à l'émotion et à l'intensité vibratoire de la valeur, de la générosité, de la compassion, de l'empathie, du courage, surtout celle du courage pour les femmes qui est aussi très importante,
en fait, je vibre une telle pureté que cette pureté, ce cristal originel me protège. Et c'est vraiment instantané. Oui. Mmh. Je trouve que ça, comment dire? Je trouve aussi que ça se rejoint dans le fait de, comme tu dis, incarner, c'est-à-dire, continuer de véhiculer en fait, oui, les valeurs et les comportements que l'on juge justes envers soi, avec les autres et aussi avec ces autres, qui nous ont Mmh. blessés justement. Oui, c'est exactement ça. Tu sais, quand tu incarnes tes valeurs, il y a une telle émanation d'énergie qui rayonne tout autour de toi et ça impacte, c'est là où tu deviens un être inspirant, Mmh. un être qui est capable peut-être de transformer une situation et peut-être même, hem, de changer le comportement de l'autre. Je pars du principe que le monde extérieur découle de ce qui se passe à l'intérieur. Complètement, ouais. Donc si je suis dans mon énergie de victime, si je suis dans mon énergie de celle qui subit, de celle qui doit subir pour, obtenir, juste ça, en fait, je peux pas m'en sortir. Mmh. Et à partir du moment où je comprends que cette force, cette verticalité, ce pouvoir personnel a la possibilité de tout modifier, de tout changer et peut-être même de contribuer à un éveil de conscience chez la personne qui qui est en face de moi et qui me fait souffrir, Mmh. je crée quelque chose d'extraordinaire aussi pour le collectif. Sans le vouloir ni le contrôler, en étant présent à soi, oui. Mmh. Juste, voilà, c'est tellement ça. Et c'est ça pour moi, incarner ses valeurs. Ouais. C'est vraiment ça. Et ça fait une grande différence. C'est pas, tu sais, quand on se dit, je, je dois prendre conscience de mes valeurs, des fois il y a presque une lutte. C'est, j'ai pas eu l'habitude de ça, peut-être que j'ai été humiliée dans le passé, ce qui est d'ailleurs assez courant pour les personnes qui sont hypersensibles et hyper empathes, parce qu'il y a une différence de point de départ qui est là. Donc on peut Mmh. se sentir très facilement rejeté. Et justement, quand on arrive à libérer tout l'inverse de ce qui a été posé dans les conditionnements et dans les formatages, là, on peut vraiment parler de résilience. Vraiment. Clairement. Et c'est là où la transformation est pleinement active. Mmh. Merci. Et est-ce que tu as envie de partager, du coup, aujourd'hui, ta vision de l'amour, sur le plan vraiment concrètement terrestre, mais sentimental avec quelqu'un? Qu'est-ce que c'est Ouais. ta vision, toi, de l'amour? Mmh. Euh, Ma vision de l'amour, c'est grandir avec l'autre. C'est évoluer avec l'autre, dans une énergie sacrée. Mmh. Qu'est-ce que tu appelles grandir, du coup? S'éveiller. S'éveiller spirituellement. Pour moi, c'est très difficile de. En fait, je suis obligée de mettre du spirituel. En fait, pour moi, l'amour Oui, est oui, je comprends. spirituel. C'est, je ne peux pas voir l'amour autrement que quelque chose de spirituel qui nous pousse effectivement à éveiller cette essence. Et même si on parle d'un amour sentimental, ça nous met dans une telle énergie d'expansion, ça nous met dans une telle énergie de lumière que forcément, on est acteur aussi de l'évolution spirituelle dans notre monde au travers de ce que nous émanons quand on est pleinement amoureux de quelqu'un d'autre. Donc, si on pense que l'amour, c'est juste avoir les petits oiseaux qui chantonnent dans le cœur et en fait, on se leurre littéralement, c'est bien au-delà de ça. C'est comprendre que l'autre est notre miroir et qu'il est là pour nous faire évoluer et vice-versa. C'est accepter ce deal, c'est accepter cette transformation dans le regard de l'autre aussi qui permet justement à cette évolution. C'est tellement beau ce qu'il en émane. Et ça, c'est un vrai cadeau. Mmh. C'est quelque part, pour moi, ce que tu donnes, c'est la définition un peu de l'amour, universel, au-delà de l'amour inconditionnel qui est pas toujours, juste à mon sens, mais Oui, c'est c'est ça. plus Mmh. ouais, cet Ouais. amour universel où tu te dis: «Quel que soit ce qu'on traverse avec l'autre, même si, on repasse justement dans un schéma de bourreau ou même si on est dans Mmh. une relation, sacrée ou pseudo-sacrée, peu Mmh. importe ce que ça vient traverser, je crois que, comme tu dis, si on garde cette intention, bien sûr bienveillante de vouloir, grandir avec l'autre, c'est aimer l'autre, parce qu'il vient nous faire traverser quel que soit ce qu'on vient traverser, en fait. Mmh. Ouais, j'appelle ça l'amour absolu. Ouais, voilà. Il y a 3 formes d'amour, selon Platon, selon les Grecs: l'éros,
le philéas et l'agapé. Donc l'éros, c'est vraiment la première attirance physique qu'il va y avoir entre deux personnes. Là où on est vraiment dans les prémices de la relation. Le philéas, c'est quand le psycho-émotionnel commence à se mettre en place, où on comprend les mécanismes de l'autre. Tiens, ça me plaît, ça me plaît pas. Et puis moi, je suis comme ça, l'autre est en train de me renvoyer des choses. On désidéalise un petit peu voilà, l'amour et la personne. On désacralise un petit peu pour pouvoir resacraliser après. Quand on a dépassé effectivement tout ça pour finalement comprendre que l'autre est un miroir de tes propres blessures et que tu as décidé de les prendre en charge, alors tu accèdes à l'absolu. D'ailleurs, le philéas, ça c'est vraiment l'amour inconditionnel. Donc je fais une grande différence entre l'inconditionnel et l'absolu. Oui, moi aussi. L'absolu, c'est vraiment l'énergie du sacré. C'est vraiment ce qu'on disait, c'est ce qui élève et c'est ce qui nous porte à notre plus belle version authentique et humble de nous-mêmes. Parce qu'il y a beaucoup de jeux d'ego dans les relations amoureuses, énormément. Et tout le temps qu'on est dans ces jeux d'ego, dans ces peurs de perdre l'autre, qui sont parfois viscérales, surtout quand on touche à des contrats d'âme sacrés, justement, quand on parle vraiment là de connexion spirituelle, parce que ça, c'est une chose, on peut être en relation, mais pas forcément en connexion. Oui. Voilà. Et à mon sens, personnellement, vivre une histoire d'amour sans connexion, c'est fade. Très fade. Et éphémère. Et éphémère, voilà. Et ça ne permet justement pas cette évolution dont on parle. Ça sera une expérience qui nous apprendra forcément des choses, mais tout dépend de ce qu'on demande aussi, tout ce qu'on demande de vivre. Là aussi, ça fait partie d'un choix primordial au départ. Tout à fait, il n'y a pas de jugement dans ce qu'on choisit Bien et évidemment. dans ce qu'on doit expérimenter sur le plan de l'amour. Ça dépend des étapes de la vie. Merci. J'ai envie de parler de ton travail, en fait, de tes oracles, parce que ça m'intéresse. Donc, c'est sans transition. C'est bien aussi. Mais j'ai envie, si tu as envie de nous partager ton processus créatif, en fait, parce que je les trouve vraiment très, très beaux et ça me permet de refaire aussi le lien avec cette reliance, cette connexion à l'amour en toi, ou en tout cas, je ne sais pas justement comment tu le formules, mais voilà, ça m'intéresse ce processus, comment tu as créé ça, parce que tu mets des mots forts dessus, tu parles de code de lumière, etc. Et donc, moi, je suis très aussi branchée fibre artistique, les couleurs, ça me parle beaucoup, sous une autre forme, mais voilà, du coup, ça m'intéresse que tu nous partages ça. Origine et karma sont deux oracles très différents, tant sur le plan de l'iconographie que dans le message qui va être à l'intérieur. Même si globalement, je parle toujours d'amour dans les deux, mais pas du même type d'amour. Donc, Origine va avoir, et j'ai choisi de travailler avec des dessins très ancestraux. Je me suis vraiment connectée aux sagesses primordiales, aux civilisations antiques, pour avoir des symboles simples qui vont pouvoir permettre à la personne de se connecter par intuition à l'oracle. Donc, j'ai été puisée dans les énergies amérindiennes, dans les énergies de toutes les civilisations qu'on puisse connaître à ce jour. Et karma va porter une vibration plus peps dans les couleurs. J'ai choisi vraiment une iconographie beaucoup plus moderne. Je me suis même un petit peu inspirée des années 80 parce que pour moi, c'est une période d'insouciance, une période où tout était coloré aussi, ouais. Beaucoup plus light. Et j'ai voulu aussi quelque chose de beaucoup plus impactant pour parler de quelque chose de beaucoup plus impactant. Il y a deux sens de lecture à karma. Bien sûr, l'idée du karma, c'est-à-dire, et quand on lit le livret, on comprend qu'il y a plein de petites références à des vies antérieures qu'on a potentiellement pu avoir. Mais ça nous parle de tout ce dont on a parlé aussi pendant ce moment, toi et moi, de cet amour sacré, de cet amour qui découle de la connexion. Donc, sans vouloir vulgariser la thématique, on peut même parler de contrat de flammes jumelles. Donc, au travers de tout ça, mais j'en parle vraiment dans une dimension pure spirituelle. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, on comprend que tout le process, en fait, de karma, ça va être de revenir à cette énergie d'unité et à comprendre l'énergie du pur amour à travers le miroir de l'autre et à travers l'énergie
karmique, puisque forcément, c'est tout un parcours initiatique qui va nous permettre de comprendre d'où je viens, pourquoi je suis là et qui me ramène à la source. Donc voilà, on a beaucoup d'influences très diverses aussi dans le karma. C'est vraiment pour moi un oracle qui est très important, karma. C'est un vrai projet d'amour. Dans tous les sens du terme. Et surtout, la différence de karma par rapport à Origine, c'est qu'il est tourné vers le collectif. Il a envie d'aimer le collectif, il veut éveiller le collectif. En fait, karma nous dit, si tu fais le job, si tu fais le travail, si tu te réalignes, si tu prends la responsabilité de ce que tu es en train de semer là actuellement, alors tu es en train de servir les énergies, les générations futures. Donc, on peut vraiment parler de dimension spirituelle. Origine est vraiment beaucoup plus axée sur nous, sur notre propre évolution. Dans Karma, il y a quelque chose qui pousse encore plus loin, qui amène encore plus de profondeur. Et d'ailleurs, quand tu tires une carte avec Karma, c'est tout de suite, c'est droit au but. Il te dit directement ce qui est en résonance avec ton âme. Il ne va pas broder, il ne va pas regarder dans le superficiel, il ne regarde pas forcément dans le psycho-émotionnel non plus. Il a compris tout ce qui était en train de se jouer au niveau de ton âme. Et il te guide dans cette direction pour justement à chaque fois revenir à cette unité. C'est intéressant, ouais. Du coup, c'est vraiment, finalement, c'est vraiment karma qui est j'aurais pensé, tu vois, l'inverse. Du coup, c'est intéressant que tu le partages. C'est vraiment karma qui est plus sur une dimension de transformation, du karma collectif qu'on vient transformer finalement. Et Origine plus le retour à soi, en fait, en tant qu'individualité, incarnée. Karma est beaucoup plus poussé. Même si on garde une iconographie assez ludique parfois, mais néanmoins profonde, il va vraiment dans la profondeur de l'âme de l'être et de l'âme du monde. Merci. Du coup, tu utilises plusieurs oracles, j'imagine, dans tes consultations, etc. Donc, pas forcément que les tiens ou Non, je suis cartomancienne. Je suis diseuse de bonne aventure au départ depuis que j'ai 13-14 ans. Donc, je tire les tarots depuis très, très longtemps. Et j'avais même commencé à tirer les tarots avec, tu sais, les cartes que nos mamans avaient dans Femme Actuelle à l'époque. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Et j'en avais récupéré rien. Et j'ai commencé avec un tout mini tarot, Et je m'amusais avec mes copines à leur tirer. Et à chaque fois, c'était waouh, elles n'en revenaient pas parce qu'il y avait vraiment l'âme qui s'exprimait. C'est pas que j'avais un talent inné, technique en tout cas, c'est que voilà, c'était l'âme qui s'exprimait. Parlait, ouais. Et voilà, donc j'utilise beaucoup les tarots, principalement, que ce soit le tarot de Marseille ou j'ai des tarots chouchou aussi. Voilà, donc karma et origine viennent vraiment envelopper tout ça, syntoniser tout ça pour amener là la petite couche qui est complètement axée sur l'âme. Mais le tarot, forcément, va amener une énergie beaucoup plus prédictive. Mais j'aime travailler aussi et toujours de façon multidimensionnelle. Faire de la prédiction pour faire de la prédiction, ça ne m'intéresse pas. Faire une séance, effectivement, qui va être prédictive, mais qui va permettre aussi de réajuster tout ce qui se passe présentement pour la personne, ça, c'est beaucoup plus intéressant. Pour moi, l'utilisation du tarot, c'est de faire parler l'univers. C'est de savoir être en connexion avec l'univers, avec soi, avec la personne qui est là et avec tout ce qui bouge autour de nous, tout ce qui se meut énergétiquement autour de nous. Et quand on arrive à saisir toutes ces informations qui sont placées sur ce petit bout de carton, sur cette carte, alors on fait de la bonne cartomancie. Et ça, c'est vraiment très important de le comprendre, c'est que c'est pas juste lire ce qui est écrit sur la carte, c'est pas simplement lire ce qu'il y a dans le livret. D'ailleurs, quand on regarde ce qui est écrit dans les petits livres, les petits livrets du tarot de Marseille, on se rend compte que c'est quand même très, très limité. Cependant, quand on s'ouvre à cette multidimension et quand on lit, on fait une lecture de l'autre, du cosmos et de ce qui nous entoure à travers l'iconographie de la carte, on touche à quelque chose. C'est tellement vaste, ouais. Il y a tellement de choses à dire. C'est des systèmes de valeurs en fait tellement plus larges. Je trouve ça passionnant, le tarot pour ça. Ouais, est-ce que tu as... Oui. C'est un très bel outil, le tarot. Ouais, c'est extraordinaire. Est-ce que tu as un tarot ou un oracle justement autre que tu aimes beaucoup à nous partager
J'aime beaucoup le Wanderer Star, qui est édité d'ailleurs chez mes éditeurs Le Lotus et l'Éléphant, qui a une dimension assez gypsy et vintage que j'aime beaucoup. Et parce que j'apprends beaucoup le tarot aussi au travers d'un cursus qui s'appelle Divination. J'aime beaucoup aussi le Light Seer, qui est, selon moi, qui est bien fait. Il est profond, il est sacré, il a été vraiment bien travaillé pour amener toute cette dimension, justement toute cette multidimension, ce qui n'est pas le cas dans tous les tarots. Mais lui, il est vraiment très bien fait pour appréhender notamment les arcanes mineures qui sont beaucoup plus complexes de compréhension que les arcanes majeures dans le tarot. Ouais. J'aime beaucoup ce courant du tarot dit Rider-Waite, où on vient renouveler, réinventer le tarot à travers l'image, à travers des tarots plus inclusifs aussi, plus multidimensionnels, comme tu dis. Et je trouve ça génial. Et je fais partie des gens qui ne sont pas forcément attachés au tarot de Marseille d'origine, de manière en tout cas restrictive. Parce que je trouve qu'il y a tellement plus à dire et à explorer avec le tarot que j'aime beaucoup ces tarots un peu différents. Ouais. Cela dit, le tarot de Marseille, quand on l'observe bien, il est extrêmement spirituel. Mais il faut aller voir dans les tout petits détails. Ouais. Au départ, c'est quand même un outil spirituel qui a été dessiné et créé en fonction des planètes et en fonction des étoiles. D'ailleurs, quand tu regardes la carte de l'étoile dans le tarot, ça nous parle des Pléiades. Et symboliquement, c'est très riche, c'est fou. Ouais. C'est extrêmement, extrêmement poussé dans la spiritualité. Mais ça a été occulté. Forcément, c'est un objet qui a été fait dans une période médiévale, là où la religion était très, très présente aussi. Donc, on a coupé un petit peu le flux originel aussi de son énergie primordiale. Est-ce que j'ai envie de te demander aussi, dans les espaces comme ça que tu partages, dans tes transmissions ou dans les consultations individuelles, c'est quoi ton éthique personnelle? Puisque voilà, on a aussi traversé des phases aussi avec l'essor de la spiritualité, de potentielles dérives, etc. Et je trouve que c'est important de rassurer les gens sur comment on sécurise nos propres espaces. Et du coup, qu'est-ce que c'est, toi, tes valeurs, ou protocole ou pas, mais voilà, c'est quoi ta façon de sécuriser ces espaces, avec quelle éthique ou quelle hygiène énergétique Alors, première chose, c'est que j'ai aucun protocole. Ok. Et j'en aurai jamais. Je ne veux pas de protocole parce que pour moi, c'est vraiment un rappel de tout ce que l'on porte à l'intérieur de soi et de le faire avec beaucoup d'humilité, de simplicité et surtout avec de l'âme. Si c'est pour faire les choses de façon protocolaire, mécanique, qui peuvent néanmoins structurer, ça ne va viser qu'effectivement qu'à se rassurer soi ou à rassurer l'autre. Un exemple, c'est ne serait-ce que pour les soins énergétiques. Oui. En tout cas, moi, de ce que j'ai compris à travers l'évolution, c'est que nous avons la possibilité de guérir de façon instantanée sans même apposer les mains. C'est-à-dire que là, on est en train de discuter, il y a de l'énergie qui passe et que c'est mon âme qui va travailler directement avec la tienne et vice-versa. Et il n'y a pas la nécessité d'être là, de poser la personne dans un espace. Pour moi, tout ça, c'est limite archaïque. Alors, je sais que des fois, je peux choquer les gens en disant ce genre de choses, mais c'est pleinement, je le vis au quotidien et ça fait partie vraiment de mes convictions profondes, en tout cas du moment. Et pour moi, l'espace de sécurité que j'apporte à chacun de mes clients, ça se résume en un seul mot, et tu le sais déjà probablement d'anticipation, c'est amour. C'est l'amour, et rien que ça. Ce n'est qu'un espace d'amour. Et quand on fait une séance, les gens repartent avec une énergie, je ne peux pas l'expliquer. C'est un moment de connexion, c'est un moment d'amour qu'on partage. Tu sais, les gens, quand ils viennent voir un thérapeute, ils ne sont pas en quête d'un thérapeute, un kinésio, un tarologue. Ils sont juste en quête d'amour, c'est tout. Rien d'autre. C'est tout ce qu'ils veulent. C'est vraiment la première personne qui l'exprime comme ça, donc merci, parce que je suis complètement d'accord et reliée avec ça. Et
Et je suis moi-même assez mal à l'aise quand on me pose cette question-là. Du coup, merci vraiment d'avoir dit, bah non, il n'y a pas de protocole en fait, parce que je suis tellement d'accord avec cette intention juste de présence et que c'est justement, parce que j'ai expérimenté aussi, voilà, dans mon métier, moi, humblement aussi, de vouloir et de poser du coup des intentions qui n'étaient pas juste en voulant poser une intention. Et donc, c'est très important ce que tu dis, je trouve, juste cette intention de présence et d'amour au-delà de tout protocole qui peut être justement, même si c'est pas mal intentionné, eh bien dogmatique et pas juste pour la personne qui vient chercher ce qu'elle vient chercher. Surtout à notre époque où, à mon sens, la spiritualité est tellement McDonaldisée. Aujourd'hui, alors c'est bien parce que d'un côté, ça mène un courant très évolutif pour notre humanité et c'est merveilleux. Oui. Mais de l'autre, ça amène aussi une forme de distorsion et d'incompréhension qui joue sur la crédulité des gens. Et là, ça va toucher à l'injustice, tu vois, à la justicière. Ouais. Moi, ça, je peux pas le faire. Enfin, c'est des choses que je ne vais absolument pas cautionner. Aujourd'hui, voilà, j'essaye vraiment de faire en sorte que les gens comprennent que ce qui est vraiment important, c'est que un bon accompagnant, je n'ai pas envie de dire thérapeute, mais un bon accompagnant, pardon, est là pour te donner une totale autonomie spirituelle. Si il te rend dépendant, c'est pas bon. Complètement. Voilà. Et puis, les accompagnants ne sont pas là non plus pour te vendre du rêve. Ils sont là juste pour te reconnecter à ta lumière et à ton essence primordiale. Et aujourd'hui, on a besoin de personnes qui sont experts et qui sont experts en amour, tout simplement. Pas, voilà, tu sais, je dis souvent, notamment aux personnes que j'accompagne dans un coaching un petit peu plus professionnel, mais si je dois choisir un thérapeute et que j'ai 2 sites internet. Sur le premier, je vais avoir une belle présentation et puis je vais avoir tous les certificats à la fin. Certificat d'hypnothérapeute, érectionnelle, kinésiologie en 2006, plus machin, voilà, tu as tous les diplômes. Et de l'autre, j'ai un site qui est inspirant et qui raconte une histoire de quelqu'un qui, par exemple, je sais pas, a perdu un parent à l'âge de 8 ans et puis qui, à l'âge de 18 ans, va parcourir le monde en quête de sens, en quête de soi, en quête de vie, en quête de l'autre, en quête d'humanité. Et là, ça va me faire frissonner. Et là, je vais me dire, waouh, ça vibre en moi. Et je vais aller vers cette personne parce qu'elle a fait l'expérience. Aujourd'hui, on doit bien comprendre que la connaissance découle de l'expérience, de nos expériences. Si on sait qui on est, d'ailleurs, c'est ça la sagesse dans l'étymologie. Si on sait qui on est, alors on connaît, tu peux avoir 10 000 êtres humains devant toi. Tu peux raconter leur histoire de A jusqu'à Z et dans la continuité. Parce que tu te connais parfaitement. Mais ça découle aussi de cette intériorisation que tu as fait sur toi-même, de ce que tu as appris, compris, et de ce rapport aussi, bien sûr, que tu as avec tout ce qui t'environne, avec les expériences de la vie. Et ça c'est précieux, vraiment précieux. Ouais, merci beaucoup, complètement. Est-ce que tu as envie de partager justement une personne que tu suis, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, justement, qui t'inspire? Ou un livre ou un film, si ça te parle plus? J'essaie de bien me connecter pour pas dire de bêtises. Il y a tellement de personnes qui m'inspirent, mais qui sont peut-être pas forcément dans une dimension spirituelle. En fait, je crois que les personnes qui m'inspirent le plus, tu sais, sont vraiment les grands maîtres spirituels comme Bouddha ou les énergies christiques, sans parler de religion, hein, mais vraiment juste dans l'énergie. Et les comptes Instagram qui m'inspirent le plus, je crois que c'est vraiment des comptes, surtout les comptes artistiques, ceux qui sont connectés avec le beau, parce que pour moi, les artistes sont des êtres spirituels qui s'ignorent bien souvent. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'allais dire, quand tu as dit c'est pas forcément des artistes spirituels, j'allais dire il n'y a pas de non spirituel, et je suis tout à fait d'accord avec ça, parce que j'aime beaucoup le beau, la création, l'artistique aussi, parce que je trouve que ce sont des espaces justement qui connectent à cet état de présence. Donc pour moi, c'est une grande forme de spiritualité. Voilà. Et pour moi, les artistes, alors qu'ils sont très divers, ça peut être des photographes, des plasticiens, etc. Mais quand mon cœur fait waouh,
Ouais. Là, je suis connectée au divin, je suis connectée à quelque chose d'extatique. Et en fait, le fait de regarder simplement l'œuvre me permet de toucher le divin. Et ça, pour moi, c'est hyper inspirant. Vraiment. Bien plus que des mots ou de phrases qui vont essayer voilà, de faire percuter quelque chose. Juste l'instantané, voilà, ce qui me connecte à mon. Et puis des grandes chanteuses aussi, comme Billie Holiday, par exemple. Bon, Complètement. c'est pas Instagrammable, hein, mais quand j'écoute la voix de Billie Holiday, qui est une grande chanteuse de jazz et qui touche à l'émotion avec cette puissance, avec cette force qui te fait voyager, c'est extraordinaire. Puis parfois, c'est juste des visages, aussi des regards, de plonger dans la profondeur du regard de quelqu'un qui, voilà, on va dire tellement d'histoires dans un regard que pour moi, ça, c'est très, très, très inspirant. Je puise mon inspiration de scènes de vie de toute façon, tu vois, que ce soit pour Origine Karma, dans tout ce que j'écris. Je vais vivre un truc, ça va être le regard de mon fils, le sourire de ma fille, ça va être un coucher de soleil ou ce genre de choses. Et ça, waouh, ça m'apporte une inspiration extraordinaire pour transformer tout ça en histoire et en citation inspirante parfois. Oui, complètement. Je trouve qu'on ne remet pas assez en avant, ou en tout cas, on ne réalise pas forcément l'importance de ce goût du beau, en fait, qui peut être sublimé justement sur Terre et qui ramène dans cet état de présence, de connexion, et où aussi des processus se font en fait sans mentaliser justement. Et je trouve que c'est une grande forme de spiritualité, l'art en général. Exactement, ça touche à l'amour. L'art, c'est l'essence même du divin. Il faut être connecté pour pouvoir recevoir l'idée d'une œuvre. Ouais. Il faut être réceptif. Ouais. Réceptif. C'est pas quelque chose qui se réfléchit. C'est quelque chose, les artistes le savent bien. Hein. 5 heures du matin, boum, t'es réveillé et se dire je vais faire ça, je vais écrire ça. Ça vient, et c'est là où on comprend à quel point l'essence divine est tellement présente. C'est d'ailleurs à ces périodes-là où l'ego est le moins manifesté chez les êtres humains, entre 23h, 1h du matin et 5-6 heures du matin. Complètement, merci. Bon, j'adore cette interview. Mais j'aurais une dernière question pour terminer sur un petit peu une vision. Si tu as envie de nous partager, toujours, c'est quoi le projet fou que tu n'as pas encore envisagé, si tu as envie de nous partager? J'en aurais bien plusieurs. Plusieurs, soyons fous. Alors attends. Non, allez, le premier serait probablement de créer un espace pour assembler les gens, mais vraiment dans une dimension de pureté et juste un endroit de partage. Un endroit où on pourrait parler de spiritualité, faire des spectacles spirituels, tu vois, ce genre de choses, de méditer ensemble, mais vraiment pour créer des égrégores, pour ouvrir des portails, ouais, ça me plairait beaucoup. La deuxième chose, ce serait de parcourir le monde entier pour me retrouver sur les gros portails d'énergie, sur la planète, de Stonehenge jusqu'aux pyramides d'Égypte et bien d'autres encore, et d'ouvrir les portails pour permettre de servir l'humanité. Ça serait, mais je me le réserve pour dans une dizaine d'années, peut-être que ce sera avant, ce serait merveilleux. Et étant artiste aussi, j'aimerais beaucoup organiser un espèce de grand spectacle mêlant art spirituel avec des codes de lumière, avec des musiques inspirantes, avec du chant sacré, avec ma voix. Là aussi, créer quelque chose de très communautaire et envoyer une grosse dose d'amour parce que le monde en a terriblement besoin. Voilà, ce serait juste ce genre de choses. Alors, c'est pas des projets foufous, hein, ça reste accessible. Mais voilà, on a des phases dans nos vies où il y a des choses qui sont possibles et d'autres moins parce que on est appelé aussi entre-temps à expérimenter, à renforcer nos appuis pour permettre tout ça. Ouais, merci, c'est des super projets que je trouve fous et réalisables, donc c'est génial. Et je trouve ça hyper important. Je trouve que c'est vraiment le cœur aussi de ce qui va être utile pour nous de nourrir ces égrégores, parce que comme tu dis, l'espace de présence, il se joue dans le fait de rester
et de nourrir ces espaces d'amour. Donc je crois que le mieux qu'on ait à faire et qu'on ait à faire perdurer, c'est ces espaces d'union, de réunion et de partage, comme tu dis, pour vraiment renforcer à fond ces égrégores. Et voilà, dans le but d'éclairer aussi tout ce qu'il y a à éclairer. Et comme tu dis, les espaces d'ombre qui se renforcent, ben, c'est comme ça qu'on va pouvoir voilà, y mettre plus de lumière. Donc, trop bien. Est-ce que tu as envie d'ajouter autre chose? Je crois que ça a été assez complet. En tout cas, Ouais. je suis vraiment très contente d'avoir passé cet instant avec toi qui était sensiblement merveilleux. Voilà, j'ai senti beaucoup de très jolies énergies, un partage sincère et humble, et merci beaucoup pour ça. Merci infiniment à toi. C'était effectivement très sensible. J'ai senti beaucoup d'amour et de douceur aussi dans ton énergie. Donc, merci infiniment pour ça. Je mettrai évidemment les liens pour te retrouver dans la vidéo sur YouTube. Et merci encore et à bientôt.